Bienvenue à vous tous les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, les étudiants, les apprentis. On est de retour entre nous pour donner des repères et répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le quotidien de votre métier, de votre entreprise, pour suivre les nouveautés et écouter ceux qui font bouger les lignes en Isère avec ceux qui travaillent pour vous et qui représentent l'UMI 38. Danielle Chavant, bienvenue. Bonjour. Comme toujours, présidente de l'UMI 38. Chou est également avec nous, tout va bien ? Tout va bien, bonjour. Et avec nous également sur ce plateau, Julien Rondepierre, chef de travaux au lycée des Portes de Chartreuse. Merci d'être avec nous, ainsi que Vincent Dolezon, restaurateur à Grenoble. On vous retrouve dans un petit instant, tout de suite. Eh bien, ce sont les temps forts du mois. Avec l'image du mois et Jazz à Vienne, le festival arrive du 26 juin au 11 juillet. Le théâtre antique va bouillonner et toute la ville va résonner. Les professionnels de l'hôtellerie et la restauration se préparent activement pour vous accueillir, vous servir, vous régaler et régaler tous les festivaliers. Le chiffre du mois, 34% selon Midelka, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. C'est le pourcentage des professionnels de l'hôtellerie-restauration sujets à une addiction. Un chiffre particulièrement alarmant et une situation difficile à gérer sur le terrain. L'UMI vient de sortir un guide à ce sujet. La personnalité du mois, c'est Alessia Baron, productrice de mozzarella en Isère. Mais oui, alors que fleurissent enfin les salades caprese et sur les assiettes, notre chère tomate mozza peut être 100% iséroise avec le fruit du lait des bufflonnes de Casa Baronessa, une ferme de Messiez en Isère. Et tout de suite, on va sur le feu. Votre chronique syndicale ce mois-ci sur le thème « Mieux connaître les formations ». Vincent Dolezon, je rappelle, vous êtes restaurateur à Grenoble, plusieurs établissements ? C'est ça, on a donc les restaurants Saint-Vincent, enfin le restaurant Saint-Vincent à Grenoble, 48 à Niels-Lorraine, ainsi que le restaurant Canopy, qui est un rooftop à Échirolles. Très bien. Et Julien Rondepierre, vous êtes chef de travaux au lycée Portes de Chartreuse. Alors, les professionnels sont souvent un peu perdus au milieu de toutes les formations possibles. Il y en a beaucoup ? Alors, on ne va pas dire qu'il y en a beaucoup, mais c'est assez varié et le public des jeunes va être varié aussi. C'est-à-dire qu'on a différents âges, on a différents publics, on a des jeunes qui arrivent du collège, on a des jeunes qui arrivent en reconversion. Donc, c'est pas toujours facile à comprendre. À l'intérieur de ça, on a de l'alternance, on a de l'initial, donc toute l'année à l'école avec des stages. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours simple à organiser pour nous et à comprendre pour les professionnels. Alors, déjà, c'est varié comme le sont les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Exactement, c'est ça. Donc, et on est plutôt bien lotis en Isère, hein ? Alors, ça se passe plutôt bien pour le moment. Dans nos classes, on a la chance de remplir assez bien nos établissements. Sur la partie Isère, c'est plutôt une bonne chose. On essaye de les accompagner au mieux pour qu'ils réussissent et qu'ils continuent sur la voie de la restauration. Parce que c'est aussi ça notre travail premier, c'est de les envoyer travailler dans des belles maisons ou dans les maisons de l'Isère ou d'ailleurs. Alors oui, sauf que les professionnels ne connaissent pas toujours tout ça, en fait, ne savent pas, ne s'y retrouvent pas vraiment entre le niveau, quelle formation embaucher, qui embaucher. Aujourd'hui encore, il y a un flou dans ce domaine-là. Oui, je dirais que c'est assez flou pour un professionnel. C'est assez complexe dans les rythmes d'apprentissage aussi qu'il y a. Donc ça, il faut se faire expliquer, mais heureusement, pour le coup, il y a des belles initiatives qui sont faites par l'UMI aussi au passage. Donc voilà, ça nous permet de nous, une fois qu'on décide de s'y intéresser un petit peu, d'essayer d'y voir un peu plus clair et de pouvoir apprécier un petit peu plus facilement les différentes thématiques et les différents rythmes de travail qu'on peut avoir pour les stagiaires. Mais pourtant, ça date pas d'hier, c'est très traditionnel dans la restauration en particulier. Il faut s'adapter toujours, il y a des nouveautés, des nouvelles formations, des nouveaux métiers, Danielle Chavant ? Des nouveaux métiers, non, on a toujours le grand métier de l'hôtellerie et de la restauration, mais c'est vrai que il y a des variantes, les BTS, les durées. L'alternance est un peu compliquée, je te rejoins là-dessus. Surtout dans certains secteurs comme le Bac Pro, j'en parlais avec Julien Rondepierre, qui est une très belle école et très à l'écoute. Vraiment, Vorep, les Portes de Chartreuse,
on est très fiers d'avoir ça près de nous. Puis il y a une belle écoute. Mais on perd de vue un peu nos élèves parfois. Les bacs pro, par exemple, partent 5 semaines de suite en stage, en alternance. Quand on les a en alternance. Donc, il y en a, on met une photo, parce qu'on ne les voit pas beaucoup de l'année, quoi. Bon, voilà, Pour s'en souvenir. Pourquoi pas, voilà. Alors, ce qui est vrai, c'est aussi pour répondre justement à toutes ces difficultés, hein, tout ce qui vient d'être dit, la difficulté de comprendre le diplôme, de connaître les attendus, que le MIT 38 a créé ce guide, hein, qui est vraiment un b.a.-ba, qui reprend les diplômes et les formations et qui est vraiment, voilà. Demain, je suis restauratrice, je suis restaurateur, je vais accueillir un stagiaire dans mon établissement. Il passe actuellement un CAP, un bac pro, un BP. C'est pas la même chose. Et voilà, ce guide, il est vraiment créé pour remettre un petit peu, on va dire, les bases pour le professionnel qui accueille et aussi, aussi pour le stagiaire, voilà, de se rendre compte que quand on est en CAP, on n'est pas très autonome et qu'on découvre le métier. A contrario, terminal bac pro, déjà là, on part dans le monde professionnel et on va tranquillement vers l'autonomie. Donc c'était vraiment aussi pour remettre ça en place parce que suite aux échanges avec nos professionnels, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait une certaine méconnaissance et que peut-être aussi ce qui se passait il y a quelques années a évolué et les attendus ne sont plus les mêmes. Ça veut dire qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on peut demander à qui, dans quel cadre, c'est-à-dire où sont les limites de ce qu'on peut exiger de quelqu'un? Alors, on peut ne pas savoir. On peut savoir, mais c'est vrai que parfois, on a certains professionnels qui ne savent pas. Et puis, il y a des remises au goût du jour, en fait, hein, tout simplement. La société évolue, nos jeunes aussi, les diplômes également. Donc, c'est aussi de se dire, tiens, voilà, ce petit guide, ok, là j'ai un CAP, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il doit savoir? Qu'est-ce que je dois lui apporter? Qu'est-ce qu'il doit m'apporter? Et voilà, c'est pour remettre un petit peu les choses au carré. Il y a la responsabilité aussi du restaurateur. On se sent investi dans la formation aussi de ces personnes-là. Ce ne sont pas que des aides, qu'un personnel. Il y a une vraie mission aussi derrière tout ça. Je pense qu'en plus, au vu de la petite pénurie qu'on traverse en ce moment, pour être poli, c'est effectivement, il faut vraiment qu'on réaccompagne ces jeunes, qu'on leur redonne le goût. Il y a la notion de responsabilité à l'intérieur d'une cuisine, parce qu'on est quand même dans des environnements qui sont relativement dangereux quand même. Donc effectivement, il y a cet accompagnement-là de la personne, du stagiaire au sein de notre entreprise, mais aussi vraiment de faire découvrir. Alors tout dépend pareil, si c'est un CAP, ça un peu être de la découverte quand même, on va pas non plus voilà. Ensuite, plus on va avancer dans les années, plus on va être un petit peu plus précis, on va pouvoir aborder d'autres sujets, d'autres techniques, c'est quand même assez sympa aussi. Mais effectivement, tout ce parcours-là doit être un peu encadré du mieux qu'on peut, et puis faut avancer avec eux. Alors, excuse-moi, bien sûr, 100 fois raison, mais je voudrais aussi que ce que l'on demande à nos adhérents, à nos professionnels, Dieu sait si c'est lourd aussi, parce que tous les jours on a des gamins, il faut leur faire briller les yeux. Il y a des matins, on ne sait pas quel spot on va mettre pour faire briller quelque chose, hein. Bon, mais on est là pour ça, on aime ce qu'on fait, on leur transmet, etc. Mais ce que je voudrais aussi, c'est qu'il y ait de l'autre côté, alors excuse-moi Julien, parce que voilà, mais voilà. C'est mon moment. Voilà. Non, pas le tien. Sur le feu, hein, je rappelle. Ouais, sur le feu, ouais. On y va, ça fait puis pour. alors là, il y a et le mot coup de feu. Non, je veux dire, j'aimerais qu'il y ait un peu plus aussi de lien entre l'établissement et Et l'entreprise. Voilà, parce qu'on a vraiment l'impression d'un fossé. Et le gamin, il est au milieu. Il arrive au bout de 5 semaines, je reviens sur mes 5 semaines, c'est un peu obsessionnel. L'équipe, il faut qu'elle le réintègre, parce qu'elle va dire, oh, tiens, il revient celui-là. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça. Donc nous, on est là pour... Et en même temps, quand vous avez 2 ou 3 dans la même période en stage, il y a des moments où on se dit, ah bon, vive l'école, on est d'accord, on prend des alternants dans ce sens. Et si par hasard, on nous dit en début d'année, vous n'aurez droit qu'à 2 jours sur toute l'année à récupérer un élève pour un événement, parce qu'on peut avoir ou un cas de grippe dans l'entreprise, etc. Julien rigole parce qu'on a eu un petit sujet là-dessus. Voilà. Mais voilà, je m'excuse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? 2 jours, 1 jour 3 quarts, 2 jours et demi? Non, mais on n'est pas... Si on nous donne... Qu'ils soient plus exigeants dans le choix de l'alternant à ce moment-là. On est des gens sérieux, on ne prend pas des alternants pour les exploiter, hein, pas du tout, croyez-moi. Et ô combien, on est là pour leur transmettre, et puis aussi, peut-être pour faire des équipes futures. Voilà. Et puis si on ne s'engage pas, nous, modestement, nos maisons, enfin, où on a quelque chose à transmettre, où est-ce qu'ils iront apprendre leur métier, à part l'école, où la pratique n'est pas toujours « waouh ».
Julien Allez, ça, Rondepierre, c'est fait. justement, les échanges sont C'est- encore assez Non, limités. Ça peut être plus développé. Moi, en tant que chef des travaux des Portes de Chartreuse, j'arrive du milieu professionnel. Donc, j'étais dans les maisons Chavant il n'y a pas si longtemps que ça, en tant que chef de cuisine. Nous, à l'école, on a toujours un lien avec les entreprises, d'une part parce que c'est nous, dès lors que le jeune a plus de 16 ans, c'est nous qui plaçons les jeunes dans les entreprises en fonction du profil, en fonction de ce que le jeune veut faire et aussi en fonction un petit peu de la situation géographique forcément. Dans la restauration et l'hôtellerie, on a la chance de pouvoir, pour la plupart, loger. Nos jeunes sont logés sur place. Donc nous, on les place aussi en fonction de ça et on envoie à chaque fois 1 ou 2 enseignants plus des coups de téléphone pendant les périodes de stage. Donc ça, c'est vraiment notre choix. Toutes les écoles ne font pas ce choix-là, mais nous, on garde ça pour justement avoir ce lien avec les écoles et le lien qui est très bon avec Daniel. Hein, on en rigole, oui, mais tout à fait. voilà. Donc ça, Surtout ça si vous fonctionne. étiez chez Chavant. Surtout ce si serait quand même j'étais chez dommage. Chavant, ça aide Bien un sûr. petit peu. Mais voilà. Donc non, il faut absolument garder ce lien et travailler ensemble. Nous, on fait venir tous les ans, on fait ce qu'on appelle la soirée des chefs à l'école, où on fait venir intervenir des chefs de cuisine, de restaurants et des maîtres d'hôtel qui viennent travailler avec nous, avec nos élèves et leur faire des démonstrations. Et ça, c'est hyper important, dans un sens comme dans l'autre. Très bien, merci pour ces précisions. Chou, ce guide, il existe, il est virtuel aussi, on peut le trouver en ligne, en papier. Il existe, il est à disposition de nos adhérents. On leur a transmis ce guide-là et à l'intérieur, il y a quand même, c'est très concis, très synthétique, mais ça permet vraiment de replacer un peu les attendus de chacun. Et on parle aussi, je le dis rapidement parce qu'on n'en parle pas assez, on parle aussi des jeunes en sortie de 3e avec les stages découvertes, où aussi on peut accueillir des jeunes en stage de 3e et leur montrer un petit peu les bases de nos métiers et leur faire briller les yeux. Et enrichir la vocation, parce que déjà Absolument. en 3e, certains l'ont et ça sera ça et rien d'autre. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Et tout de suite, et merci à vous, l'invité, le grand entretien d'entre nous. Notre invitée, c'est vous, Estelle Bobot. Bienvenue. Vous êtes directrice adjointe à l'ADDPP, la Direction départementale de la protection des personnes. Alors, on va tenter de tout comprendre sur le contrôle en matière d'information et de loyauté des transactions commerciales en restauration. D'abord, le visuel, c'est cette petite visuel. carte qui peut faire peur, hein, c'est ça? Oui, c'est cette petite carte qui peut faire peur. Donc, je vous la présente de loin. Donc, oui, c'est la carte qui permet aux agents de se présenter quand ils vont faire un contrôle. Alors, juste une petite précision, c'est la Direction départementale de la protection des populations. Ah, d'accord, ça, Des populations. ça change, pardon. Ça change un petit peu. populations. Et en fait, c'est une direction qui regroupe les services vétérinaires et les services de la répression des fraudes. Donc la DGCCRF. Donc, Direction générale de la concurrence, consommation, répression des fraudes. Mais bon, on nous appelle plus la répression des fraudes. Et là, effectivement, c'est la carte qui fait peur. Mais Et est-ce que vous pouvez tout de suite nous expliquer en quoi consiste un contrôle et comment est-ce qu'il se déroule ce contrôle? alors, le contrôle consiste à vérifier les obligations qui relèvent du professionnel en matière d'information des consommateurs et de loyauté des transactions commerciales. Donc, la loyauté des transactions commerciales, c'est simplement qu'on vérifie la véracité de ce qui est annoncé au consommateur, que ce soit une information obligatoire ou une information volontaire. C'est-à-dire que si un restaurateur souhaite mettre en avant un producteur, eh ben, nous, on va s'assurer que le producteur qui est mis en avant est bien celui qui a servi soit l'ingrédient, soit le plat, soit la matière première. D'accord. On précise, vous avez montré une carte, il y a toujours 1 ou 2 agents. On a Alors- l'habitude de voir souvent des contrôles réalisés par 2 personnes. Alors, oui, mais ce n'est pas obligatoire. Il Il peut y avoir un seul agent. Le contrôle se passe de manière inopinée. Généralement, on ne prévient pas quand on arrive. C'est pour ça qu'il y a un petit effet de surprise. Comme les inspecteurs du Michelin, c'est pareil. C'est pareil, d'accord. mais nous, on va se présenter tout de suite. Et D'accord. là, on est Voilà. vraiment dans Là- l'obligation de se présenter tout de suite, puisque on est là pour faire un contrôle, nous aussi, loyal. C'est-à-dire qu'on se présente, on indique pourquoi on vient. Alors, petite difficulté, c'est qu'on arrive quand l'établissement fonctionne. Donc, on essaye de ne pas être au milieu du coup de feu, mais pour autant, c'est à ce moment-là qu'on voit les choses. Donc, on est obligé de venir pendant la période où l'établissement fonctionne. Et parfois, on déborde un petit peu. Donc, voilà, c'est un petit peu la difficulté de ce type de contrôle. Alors, avant d'entrer vraiment dans le contrôle, certains le prennent directement pour une sanction. Tiens, j'ai fait quelque chose de mal, on m'a signalé,
C'est pas le cas? Alors ça peut être le cas, mais c'est vraiment pas la majorité des contrôles. Généralement, on est... C'est aléatoire C'est ou en aléatoire, fonction de il y a la des- durée, la dernière Voilà, date? la date du dernier contrôle. On a des opérations de contrôle pendant les temps forts de la consommation, pendant l'été, ce genre de choses, où on va effectivement cibler certains établissements, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu un signalement, qu'il y a eu une plainte ou ce genre de choses. D'accord. Alors, les règles en matière d'affichage de prix, qu'est-ce que les professionnels doivent respecter pour être conformes à vos réglementations? Donc il y a une obligation d'afficher les menus de l'établissement à l'intérieur et également à l'extérieur. À l'extérieur, l'obligation, elle est à minima pendant la période du service, c'est-à-dire 11h30 le matin et 18h30 le soir. Le menu doit être affiché, ce qui va être servi, et on doit également afficher à minima 5 vins à l'extérieur. 5,20. 5 vins. À minima, c'est 5, mais rien ne vous empêche de tout afficher. D'accord. Mais à minima, c'est 5. Et alors, il faut vérifier la sincérité des mentions à destination des consommateurs. Comment? Alors, comment? Déjà, on va relever ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on va vérifier. Donc, en règle générale, on va s'intéresser à des produits qui sont mis en avant, si possible des produits qui ont une certaine valeur. Bon, un restaurateur ne mettra pas en valeur un produit qui n'a pas d'intérêt. Donc, on va relever les mentions sur la carte, on va relever les mentions qui peuvent être présentes aussi par d'autres biais d'affichage dans l'établissement. Et puis, on demandera au restaurateur de bien vouloir justifier de ces mentions. Pour cela, plusieurs possibilités. Soit on va voir directement dans les frigos si les produits sont bien là. On peut demander à voir les étiquetages, on peut demander à voir les factures ou tout autre justificatif qui pourrait nous être présenté. Traçabilité. Voilà, on peut regarder également le site internet s'il y en a un. Donc on le regarde avant, ça nous permet d'avoir une idée de ce qu'on va trouver dans l'établissement. C'est la même chose, un site internet, c'est aussi un affichage parmi tant d'autres. Mais ça ne remplace pas l'affichage. Ça ne remplace pas l'affichage. Et alors les suites, quelles suites peuvent être données? Il y a des punitions? Bouquet de fleurs, des injonctions en tout cas? Rarement bouquet de fleurs, même si on a des contrôles qui ne relèvent pas de difficultés. Mais c'est vrai que pour autant, on n'offre pas de fleurs. Non, en fait, les suites vont dépendre de ce qu'on a constaté et de la gravité de ce qu'on constate. Ça peut aller du simple rappel, en disant, voilà, là, il y a globalement tout va bien, mais sur certains sujets, vous avez peut-être quelques progrès à faire. Donc là, on rappelle la réglementation et on ne repasse pas forcément vérifier que l'établissement s'est mis en conformité. Si on a quelque chose de plus généralisé, je veux dire, beaucoup de mentions, des produits pas disponibles, beaucoup de mentions qui ne sont pas des vraies mentions, beaucoup d'affichages obligatoires qui ne sont pas respectés ou qui sont faux. Je veux dire, si on annonce une viande française, elle doit être française et pas espagnole. Voilà, ou autre chose. Et je n'ai rien contre les Espagnols. Ou la mozzarella de l'Isère, qui doit vraiment être celle-ci. Exactement. Donc voilà, on va vérifier tout ça. Si les manquements sont généralisés, deux possibilités. Soit on enjoint aux professionnels de se mettre en conformité dans un délai rapide, soit on l'enjoint de cesser les pratiques trompeuses. Et si vraiment on arrive à quelque chose où une sanction est nécessaire, là on pourra aller directement à une procédure contentieuse qu'on transmettra au procureur de la République. D'accord. Juste, dans le cadre, vous arrivez, ça peut être assez nécessairement avant le service, pendant, il n'y a pas de règle. Il faut que l'établissement soit ouvert. Je veux dire, à partir du moment où les menus doivent être affichés à partir de 11h30, je ne peux pas faire cette vérification à 10h. Et pour être sûr qu'un plat soit vraiment le plat qu'on va proposer et qui est annoncé à la carte, faut être au moment où ça va être servi, où ça se passe. D'accord. Alors, oui. Non, continue. C'était juste parce qu'on pourra développer un tout petit peu, mais il y a des réglementations particulières que vous voulez rappeler, des choses qu'on retrouve régulièrement? Alors, il y a... les restaurateurs sont soumis à beaucoup de réglementations. Et il y en a des obligatoires. Et, on peut avoir un plan sur Daniel, de rappeler. s'il vous plaît. Oui, vous voyez, je sais reconnaître. Voilà, vous n'avez pas forcément le visage de Daniel tout le temps sur l'écran, mais ça vaut son pesant de cacahuètes. Il faudrait qu'on l'ait tout le temps. Pas que dans cette heure, mais c'est la petite parenthèse, on a un collaborateur commun au groupe qui est issu de mondes différents. Et chaque fois, il me dit, je crois que c'est la seule profession qui a autant de réglementations. Mais c'est vrai. Alors
pour des petites maisons. Nous qui contrôlons la réglementation, on en identifie d'autres. Hein. Je ne vous souhaite à personne de tenir un camping parce que là, ils en ont encore plus que vous. Bon, on va rester comme on est alors. Voilà. Donc, alors, un restaurateur en camping, vous imaginez? C'est exactement ça. Le camping a souvent un restaurant, donc il a encore beaucoup plus de choses à faire. Oui, je tenais à vous redonner une information sur l'affichage de l'origine des viandes, puisque vous étiez habitué à l'affichage de l'origine de la viande bovine, mais tout cela vient d'être étendu à l'ensemble des viandes. Donc vous avez une obligation d'annoncer cette origine pour les viandes ovines, bovines, porcines et volailles. Parce qu'il y avait une vieille tradition liée à la vache folle. C'était au départ. En fait, c'est effectivement la première réglementation concernait que la viande bovine et était issue effectivement de cette crise de la vache folle où les consommateurs ont souhaité savoir ce qu'ils consommaient. Et peut-être aussi rappeler tout ce qui est lié aux affichages liés au vin. Parce que je crois que c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours bien respecté. C'est pas simple, et effectivement, c'est pas toujours bien respecté. Donc c'est une réglementation qui est quand même relativement complexe, la carte des vins. Il y a des choses obligatoires, telles que la dénomination du vin. Il y a des choses qui ne sont pas obligatoires. Hein. Le millésime n'est pas obligatoire. Si vous ne le mettez pas, on ne vous embêtera pas. Si vous le mettez et que vous mettez autre chose, on vous embêtera. Voilà, donc la DGCCRF, qui est l'administration pour laquelle on met en œuvre ces missions, a sur son site internet beaucoup de fiches pratiques de la consommation et il y a un guide à destination des restaurateurs qui précise ce qui doit être mis dans une carte des vins. Très bien. Ça vous fait réagir, Daniel? Non, alors, excusez-moi d'avoir des réactions. Non, mais pas du... Alors, sincèrement, on a fait une longue réunion dans votre maison il y a 1 mois. Et alors, ça fait 9 mois que vous avez annoncé qu'il y aurait maintenant une nouvelle société qui ferait les contrôles. Enfin, bon. Il ne faut pas que nous, professionnels, nos adhérents, puisqu'on s'adresse à nos adhérents, à nos membres, c'est pas forcément négatif. Bien sûr qu'on ne voit pas arriver en disant « Ah, chouette, ils arrivent, les copains, sympa ». Mais je trouve qu'il y a vraiment une volonté de vos services, et je le dis très sincèrement, de dire « Bon, ben voilà, on vous fait constater, attention ». Et ça nous fait du bien. Parce qu'on a souvent la tête dedans, je regarde mon collègue, tous, voilà. Et parfois, puis on n'a pas toujours l'œil sur tout le monde, des équipes, ils peuvent laisser passer. Et je trouve que cette espèce de visite, de contrôle, nous remet un peu dans le droit chemin, entre guillemets, nous rappelle les fondamentaux de ces réglementations. Et il faut le voir comme un accompagnement. Alors, bien sûr, si on est trop nul, bon, ben, après, il y a les sanctions, ça c'est autre chose. Mais... sincèrement, et c'est comme ça, on a fait un sondage, c'est comme ça. C'était sur les contrôles d'hygiène. Mais c'est la même famille. C'est vrai que la courtoisie est revenue, voilà, en disant que quand les contrôles se faisaient de façon courtoise, ça ne veut pas dire que c'est rigolo, mais que les choses sont plus simples à digérer. Ouais. Non, tout à fait. Je crois que tout à fait. Je sais pas si tu... Il y a une partie pédagogique aussi, de mettre en avant. Oui, c'est voilà, ça, tu as raison, pédagogique. Choses qui nous rappeler. Permettent de nous faire évoluer, nous permettent en plus, surtout si on a un petit gap, si on a un petit moment pour pouvoir changer un petit peu les petites choses qui ne vont pas, c'est toujours plus appréciable. Et puis après, un autre contrôle, on voit si on a fait les efforts ou pas. Parfait. J'espère que vous avez tout compris. Voilà, juste peut-être pour conclure, dire que les contrôles, ils sont faits effectivement au bénéfice des consommateurs, mais ils sont également faits au bénéfice des professionnels. Parce que quand on élimine un professionnel ou quand on le remet en conformité, c'est un professionnel qui faisait un petit peu une concurrence qui n'était peut-être pas forcément loyale et ne donnait pas une bonne image d'un secteur. Donc voilà, il faut vraiment voir ce côté de visage du contrôle. Parfait. Merci beaucoup Estelle Bobot et bon contrôle à venir en espérant que tout se passe toujours aussi bien. Directrice adjointe de la direction départementale de la protection des populations. Parfait. Pardon pour cette méprise. Merci à vous. Comme toujours, tout va être compris avec notre rubrique Social Service Compris. Service compris avec Véro, tout va bien? Très bien, merci. Véronique Soldevilla, on le rappelle, chargée des relations adhérents à l'UMI 38. On va parler aujourd'hui d'un sujet délicat, c'est le travail des mineurs. Oui, tout à fait. Donc, nous sommes au mois de juin et c'est là que débute souvent la saison d'été pour certains ou tout simplement l'amplification des terrasses. Et donc, on recrute du monde, plus que dans les périodes hivernales avec les terrasses. Et le coup de feu, comme on dit. Oui, le coup de feu. Et donc, en fait, on recherche souvent des jeunes, des mineurs que l'on veut embaucher en job d'été.
Alors, il faut quand même savoir qu'il y a quelques règles à respecter quand on prend des jeunes. Notamment, on va commencer par la durée du travail. Donc, la durée de travail pour les jeunes de moins de 16 ans, parce qu'on peut quand même embaucher des jeunes de moins de 16 ans, mais elle est de 7 heures par jour et 35 heures par semaine. Pour les 16-18 ans, moins de 18, juste avant leur anniversaire, elle sera de 8 heures par jour et de 35 heures par semaine. Donc, on peut jongler sur ça. Ce qui est important de savoir, c'est aussi le repos entre 2 journées de travail. Donc, entre 2 journées de travail, les moins de 16 ans ont droit à 14 heures de repos, entre la fin d'un service et le début d'un autre service, suivi du lendemain. Pour les 16-18 ans, ça sera 12 heures de repos consécutifs entre 2 journées de travail. Et puis surtout le repos hebdomadaire. Et c'est là où ça coince un petit peu dans notre profession, puisque le repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs, dont le dimanche. Donc ce qui veut dire qu'un jeune qu'on embauche dans un restaurant ou dans un bar ou en saison, on ne peut pas le faire travailler le dimanche. Il aura samedi-dimanche ou dimanche-lundi. Là, ça commence à poser un peu de problème dans le planning, on va dire. Mais c'est très important. Ce qui est à savoir aussi, autre problématique, quand on prend un mineur en job d'été, c'est qu'on ne peut pas le faire travailler les jours fériés. Et là encore, quand on est en saison d'été, il peut pouvoir le faire travailler un 14 juillet ou un 15 août. C'est interdit. C'est interdit. Il n'y a pas de dérogation, ni quelle qu'elle soit, en fait. Enfin, ce que je pourrais travailler, c'est aussi, allez, je vais enfoncer un peu le clou, ça sera le travail de nuit. Donc, on ne peut pas faire travailler un jeune moins de 16 ans entre 20h et 6h du matin. Donc, en fait, un jeune moins de 16 ans ne peut pas le faire le service du soir. Et pour les 16-18 ans, on ne peut pas le faire travailler entre 22h et 6h du matin. Là encore, un service du soir reste complexe. Donc finalement, on peut prendre des jeunes, mais en fonction de nos horaires de travail, ça se complexifie malheureusement. Et enfin, je vais terminer avec les débits de boissons. Donc en fait, les établissements qui ont bar-restaurant, un restaurant ou un hôtel-restaurant, qui ont une licence de débit de boissons 3e et 4e catégorie, ne peuvent pas embaucher des jeunes de moins de 16 ans en service de salle ou derrière le comptoir. Donc ça sera exclusivement de la cuisine. Et pour les 16-18 ans, ça sera un service de salle, mais il ne pourra pas passer derrière le comptoir. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas servir des boissons. Par contre, il peut servir en salle et bien évidemment en cuisine. Donc il ne peut pas verser l'alcool, c'est ça, mais il peut amener l'alcool au client. Exactement. Il peut travailler en salle, c'est-à-dire aller au comptoir, récupérer les verres pour les servir en salle, mais il ne peut pas passer derrière et faire du service. Et les moins de 16 ne font ni, je répète, ni derrière le comptoir et ni même servir en salle. Donc un moins de 16 ans sera forcément en cuisine. Mais tout ça, Véro, ça s'oublie? Ça s'oublie? Oui. On oublie toutes ces règles oui. qui paraissent fondamentales? Oui, on les oublie parce qu'en fait, avec les majeurs, ça ne pose pas de problème. Donc on est habitué à travailler avec un rythme de travail. Et en fait, quand on prend un jeune mineur, en fait, on n'est pas dans les mêmes règles. Alors, on peut comprendre bien tout ce que tu viens de dire et on est attentif. Mais en même temps, c'est tellement un peu complexe rajouté à tout le reste que globalement, on n'en prend pas. En fait, c'est ça ce qui se passe. Et c'est un peu dommage. Les restaurateurs disent non, je prends pas de. Et c'est un peu dommage. Parce que tous ces gamins qui vont avoir 2 mois oisifs, parfois on ne les retrouve pas au bon endroit. Alors que nous, ils seraient dans un cadre et puis pour les pousser plus tard dans un choix de métier. Voilà. Mais voilà. Je partage cet avis. Par défaut. Alors la vie fait qu'on a rarement des jeunes de moins de 18 ans qui viennent taper à la porte, déjà pour travailler l'été. Parce qu'ils savent que... rare. Voilà. Et en plus de ça, on a souvent plutôt des étudiants passés 18 ans qui sont à la fac, qui vont venir faire des petits boulots de 9h jusqu'à 15h à peu près. Donc du coup, on a moins cette contrainte légale. Voilà, donc c'est plus facile. Effectivement, on évite par défaut d'embaucher des moins de 18 ans. On préfère se prémunir de plein de problèmes. Oui, c'est ça, c'est ça. Très bien. Merci Véro à passer et repasser vraiment cette chronique pour que ça rentre bien dans les esprits. C'est pas impossible, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Mais c'est pas impossible. Merci beaucoup. Tout de suite, la question des adhérents. Et pour la question des adhérents, on accueille Maëlle Legout, bienvenue, chargée d'affaires à la société Volfeu. Gaëtane. Alors, aujourd'hui, nous avons la question d'un restaurateur bergalien qui nous demande, parce qu'il souhaite mettre en place un système de vidéosurveillance dans son établissement, et il nous demande quelles sont ses obligations à ce sujet-là. Oui.
Alors, les obligations, elles sont doubles. Dans un premier temps, l'espace qui accueille le public, la salle, l'accueil, etc. Sur ces obligations-là, vous êtes tenu de remplir, en tant que professionnel, une déclaration auprès de la préfecture. Donc, vous devez vous acquitter de cette obligation qui est un petit peu complexe, vous faire accompagner pour la compléter. Il y a des erreurs qui sont souvent pratiquées par les chefs d'entreprise. Vous ne devez pas excéder 30 jours d'enregistrement. Ça, c'est vraiment important. C'est le maximum de jours d'enregistrement au niveau de la vidéosurveillance. Que l'on peut conserver. Exactement, au niveau de la conservation, tout à fait. Il y a une seconde obligation qui relève de vos salariés. Et celle-là, elle est importante et elle est souvent oubliée. Au niveau de vos salariés, ça concerne l'intégralité de votre espace. Il y a la salle de restaurant, mais ça aussi les réserves, c'est aussi les cuisines. Vous avez le droit, bien évidemment, d'installer un système de vidéosurveillance. En revanche, vous devez vous acquitter de quelques obligations. Déjà, vis-à-vis de vos salariés, il faut avertir vos salariés. Donc, un avenant au contrat de travail, l'intégrer dans le règlement intérieur, c'est possible. Vous devez procéder à l'affichage réglementaire. Il faut que sur tout accès, que ce soit les accès salariés ou les accès des personnes qui pénétreront dans l'établissement, qu'il y ait un affichage réglementaire, un autocollant, une affichette, etc. Et il faut surtout remplir l'intégralité de ces obligations, que ça soit en salle ou en réserve vis-à-vis de vos salariés. Donc plusieurs obligations viennent se juxtaposer. Vous n'êtes pas seul, on peut vous accompagner. Donc ça peut être soit les entreprises, nous chez Wolfeu, on vous accompagne sur ce sujet. Il y a aussi les référents sûreté. On y pense rarement, mais les référents sûreté sont là pour ça, au niveau police, au niveau gendarmerie, pour vous accompagner dans ces démarches légales qui peuvent être parfois un petit peu complexes, tant vis-à-vis de vos salariés que vis-à-vis du public qui intervient. Une petite précision, on parlait souvent de la CNIL auparavant, elle n'existe plus. Vous devez vous conformer aux règles RGPD, donc ne pas hésiter du coup à vous conformer sur ces règles-là, donc sur la durée d'enregistrement, sur vos obligations légales. Et une dernière petite chose, on ne doit pas filmer son salarié et que son salarié sur son lieu de travail. S'il manipule de l'argent, c'est l'argent qui va nous intéresser. Donc le positionnement des caméras est très important. Ça va être la globalité d'une salle, les caisses, mais on ne regarde pas son salarié et que son salarié sur son lieu de travail. Ça apparaît encore des réglementations. Il faut repasser des examens tous les ans, décidément. Mais sur ce que je vois, Daniel, sur la caisse, en fait, vous pouvez filmer la caisse, mais pas filmer le salarié devant la caisse. C'est ça ? Exactement. Voilà. Où on doit vraiment prendre en charge les rendus monnaie. C'est souvent au même endroit, mais Mais tu zoomes. Exactement. Soit on zoome, vraiment précisément. Voilà. Oui, mais par exemple, dans une cuisine ou dans l'office, enfin sur les lieux de travail. En global. Exactement, nous on appelle ça une vue d'ensemble. Ça veut dire oui, c'est ça, une vue d'ensemble. Vraiment sur une généralité et on ne vient pas fixer sur un salarié. D'accord. Pour précision, on avait eu aussi le cas, nous on a dû déclarer le nombre de caméras. Oui, tout à fait. Et donner la position dans le contrat de travail. Exactement. Il a fallu qu'on donne la position de la caméra. La position, pas spécialement. Vous ne devez pas spécialement donner l'angle de vue, ça veut dire préciser ce qu'elle regarde, mais dire où est-ce qu'elle ou dans quelle salle elle se situe. Il est conseillé, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez simplement... On rajoute encore des louches. Exactement. Vous pouvez simplement indiquer que vos caméras sont situées sur l'intégralité de l'espace. Vous n'êtes pas obligé de dire j'en ai une en cuisine, j'en ai une, etc. Et la couleur de la caméra Oui, bien sûr. Non. Mais oui. Mais vous comprenez toutes ces règles? Vous les comprenez ou... Oui, alors non, ça fait beaucoup. En collaborateur, honnêtement, je suis ne sois pas faucheton, je vais essayer de pas être faucheton, ouais. Mais non, pour le collaborateur, je vois pas trop l'intérêt. Indiquer à l'extérieur qu'il y a des caméras, je pense plus à ce titre, en tout cas de sécurité. Ça, je comprends. Je suis pas sûr que ça bloque vraiment quelqu'un qui a vraiment décidé de rentrer, il va rentrer. Mais pour les collaborateurs, je vois pas trop l'intérêt. À l'extérieur, ça permet aussi de prévenir le client. Tout à fait, qu'il est filmé à l'image. Exactement. Voilà, parce que ça peut quand même être... Okay. Qui boit quoi? Non, on peut pas savoir. Voilà, qui est avec qui? C'est ce que j'allais dire, Daniel, vous me l'avez enlevé. Mais alors ça. Voilà. Merci beaucoup, Maëlle Le Gouff. Merci beaucoup, l'agenda, tout de suite. Et on retrouve Chou, responsable événementiel et partenariat. Qu'est-ce qui se prépare pour cet été?
Alors, pour ce mois de juin, et dans l'ordre chronologique, le 6 juin, donc comme vous le savez, on a mis en place l'événement Chaque vendredi est une fête dans le centre historique de Grenoble. Et notre bal du 6 juin aura lieu place Saint-André. Chers restaurateurs et cafetiers, préparez-vous. Il va y avoir une très très belle animation à cet endroit, donc le 6 juin. Ensuite, eh bien, le 21 juin, la fête de la musique. Donc encore une fois, un événement attendu par nos professionnels avec, on l'espère, des clients au rendez-vous, de belles animations musicales. Donc encore une fois, préparez-vous, soyez aussi dans les règles, tout ça, les contrats, tout ça. Également, et on continue, on enchaîne avec le Jazz à Vienne du 26 juin au 11 juillet. Cette fois-ci, on est dans le secteur de Vienne. Nos professionnels attendent avec impatience cet événement qui est reconnu, connu et attendu. Donc encore une fois, on espère qu'ils vont beaucoup travailler. Dernière chose, le bal place Sainte-Claire, et rue Auguste Gachet et rue de la Paix le 4 juillet. Avec encore une fois, dans le cadre de l'événement Chaque vendredi est une fête et avec une belle animation musicale et de danse également. D'accord. Voilà. Donc on va sortir, on va profiter de cet été, bien sûr, avec Il le faut. tous les vendredis, tous les jours, faire bouger la ville. Merci encore à vous tous. Merci de votre complicité, Daniel Chavant, toujours Gaëtan Chou, comme d'habitude. On vous souhaite un été magnifique. Mangez du melon et des groseilles, ils sont déjà là, il faut en profiter. Merci à tous, à très vite.